Vous êtes-vous déjà posé la question, qu'est-ce que c'était l'égalité des chances? Est-ce que vous êtes bien né ou est-ce que vous êtes mal né? Est-ce que vous avez réalisé les défis que vous avez depuis très jeune âge? Est-ce que vous êtes comparé à d'autres familles pour voir, bon, ben lui, il a ça, moi, je l'ai pas. On dit on choisit pas sa famille, on vient et on avance avec. Alisha Visanji nous parle d'égalité des chances par rapport à l'éducation de nos jeunes enfants. Et elle a bâti un système incroyable, une fondation, l'école des grands, pour pouvoir nous assurer que nos jeunes du primaire puissent continuer au secondaire et s'assurer qu'il n'y ait pas de décrochage pour pouvoir créer notre futur, nos leaders de demain qui vont créer avec le cœur, donner du sens et contribuer à leur juste valeur. Je vous laisse aujourd'hui avec Alisha Visanji et s'il vous plaît, faites des liens avec l'organisation. J'en ai fait à l'intérieur de l'entrevue, vous allez le voir, mais il y a certainement des choses que j'aurais pu faire aussi. Regardez comment ça peut s'appliquer dans vos organisations parce qu'elle donne des clés de succès qui sont super intéressantes. Je vous laisse avec Alisha Visanji. Alisha, je suis tellement ravie, honorée. J'ai pas de mots pour te dire à quel point je suis touchée par ta présence aujourd'hui. Puis merci de me recevoir. Ça commence grave. On se connaît pas déjà. On se connaît pas en plus. On s'est vu sur les réseaux. Mais tu sais, c'est un sujet pour moi. Enfin, quand je t'ai vu sur les réseaux où tu as parlé d'éducation et puis la fondation, j'ai tout regardé et c'est venu toucher tellement de cordes sensibles à l'intérieur. Fait que j'ai hâte qu'on rentre dans le vif du sujet. On a tous une histoire. Qu'est-ce qui fait que tu es allé dans ce domaine-là? Pourquoi ce domaine-là? Le origin story, dans le fond. Là, bon. Moi, il y a 5 générations, ma famille était en Inde. Mes parents sont en Afrique. Moi, je suis la première génération née au Québec, à Granby, dans les cantons de l'Est. Un peu comme toi, là, mais bon, même origine. Et à l'âge de 8 ans, le ministère de l'Immigration est venu dans notre famille nous demander si on peut être une famille d'accueil pour des réfugiés qui quittaient l'Afghanistan à cause de la guerre. Mes parents ont dit oui, pas parce qu'on est afghans, mais parce qu'on était une des rares familles immigrantes à Granby dans les années 90. Et comme ça, on a accueilli sur une période de 10 ans plus de 250 réfugiés afghans chez nous. On aidait leur insertion dans les cantons de l'Est, dans le fond. Donc, on leur trouvait des assurances maladie, des emplois, on les mettait à l'école, des appartements. Et moi, à l'âge de 8 ans, je trouvais ça complètement injuste qu'un enfant de mon âge n'ait pas les mêmes chances de réussir à l'école que moi, simplement parce qu'il parlait pas la langue, parce qu'il était d'un camp de réfugiés, parce qu'il avait parfois jamais été à l'école. Et j'ai compris aussi que l'éducation, c'est important pour beaucoup de parents, mais c'est pas tous les parents qui sont outillés pour aider leur enfant. Donc, j'ai commencé à donner de l'aide aux devoirs à ces enfants-là, de manière bénévole, évidemment. T'avais quel âge? J'ai 8 ans. Ça a commencé à 8 ans et j'ai fait ça jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à la fin de mon cégep. Et à 19 ans, quand j'ai été à Montréal pour l'université, j'ai ramassé un peu de sous, puis avec ma mère, on a parti un premier centre d'aide aux devoirs pour enfants québécois issus de pays en guerre à Granby. On aidait une 50aine d'enfants, on engageait 2 profs là, de la commission scolaire. Et en parallèle à mes études de bac, maîtrise, doctorat, postdoctorat, avec ma famille, j'ai ouvert 5 centres d'aide aux devoirs au Québec. On aidait 800 enfants hebdomadairement. On engageait 65 profs des commissions scolaires. Puis j'ai fait ça jusqu'à la fin de mon postdoc, là, jusqu'à mes 30 ans, de manière bénévole. Et donc, c'est vraiment un projet familial, porté par des valeurs familiales. Et à 30 ans, j'ai eu ma première job d'adulte. Je suis devenue prof au cégep Marie-Victorin à Montréal-Nord. Et j'ai vu que c'était un enfant sur 4 qui décrochait du secondaire sur Montréal-Nord. Et c'était pas des enfants réfugiés, c'était des enfants qui étaient nés ici. J'ai été voir la direction du cégep. Je leur ai dit, j'ai un projet pour vous. Mon petit frère a appelé ça l'école des grands parce qu'on allait prendre un enfant par la main au primaire, vulnérable, en milieu défavorisé et l'amener à l'école des grands, donc au cégep de son quartier, recevoir de l'aide aux devoirs, du mentorat et des activités d'éveil scientifique. C'est magnifique. Comment, juste le chemin, quand tu le regardes, comment tu le perçois aujourd'hui? Puis c'est pas fini, là. On est au balbutiement de qui tu es et de ce que tu fais. Enfin, c'est ce que je ressens. Comment tu le perçois? C'est incroyable. Jamais j'aurais pu deviner que c'est là que la vie allait m'amener. Tout simplement. Enfin, moi, j'avais des plans, là. Je voulais être prof à l'université, puis des fois... On était quand même dans l'éducation. Oui, absolument. Mais tu sais, des fois, il y a des portes qui se ferment, puis tu comprends pas pourquoi. Puis tu sais,
tu laisses la vie te guider, puis là, tu vois que ça t'amène à où est-ce que tu devais être, tout simplement. Est-ce que tu as un exemple concret d'une famille, d'un enfant? C'est pour vraiment amener les gens à réaliser la réalité, que ce soit des parents de personnes réfugiées ou que ce soit des personnes en décrochage. Je regarde aujourd'hui tous les jeunes qui essayent, qui n'arrivent pas à l'école et qui se sentent découragés parce qu'il y a un tel prof ou il y a eu quelque chose qui se passe mal. Comment, enfin, déjà, un exemple concret, puis après des outils. Oui, j'en ai plein, là. Le meilleur exemple, c'est Anna Virginia, qui a été mon étudiante au cégep dans mon cours de maths. C'est une étudiante qui était super brillante, qui avait décroché du secondaire parce que elle comprenait tout, puis elle trouvait ça trop lent, le rythme de la classe, dans le fond, puis elle n'était pas stimulée. Donc, elle a décroché, elle était à Montréal-Nord, les problèmes financiers. Elle a fait un retour aux études très, très tard. Elle est arrivée au cégep vers l'âge de, j'ai envie de dire, 21 ans, là. Alors que sa cohorte a 17 ans. Là, donc, elle ne trouvait pas son compte. Il y avait des problèmes financiers, donc il fallait qu'elle travaille aussi. Elle était sur le bord de décrocher du cégep. Puis c'est son prof qui lui a dit « Va donc voir le programme L'École des grands » que Alicia a fondé. Et c'est un programme qui permet à des collégiens et collégiennes de donner du bénévolat et de donner de l'aide aux devoirs et des activités d'éveil scientifique et du mentorat des enfants du primaire. Donc, Anna est venue. Elle a été mentor, elle a été touchée par le programme, puis ça lui a permis de se raccrocher à l'école. Ça lui a permis de développer une passion vers l'éducation. Elle qui ne savait pas pourquoi être en sciences de la nature. Anna, cette année, elle a diplômé du baccalauréat en éducation et elle a toujours à cœur l'École des grands. Elle est toujours sur le terrain à être chargée de projet. Et aujourd'hui, Anna, elle a un temps plein à la Fondation W que j'ai parti pour chapeauter l'expansion du programme L'École des grands. Donc, ça fait 10 ans là, qu'on collabore ensemble. Là. Et Anna, avec ce diplôme-là, elle va sortir sa famille de la pauvreté. Là. Donc, oui. Donc voilà. Ben oui, c'est beau et ça prend des gens qui sont humains, ça prend des gens. Puis quand je dis humain, c'est pas, tu sais, humain, bienveillance, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais c'est pas dans le galvaudé, c'est dans vraiment, je pars de ma mission, de ma vision, de ce que j'ai envie d'avoir un réel impact. Puis c'est pas pour le montrer, c'est parce que ça fait sens. Oui, absolument. Tu sais, j'ai parti l'École des grands de façon bénévole tout en étant prof à temps plein. Puis ça a tellement pris d'ampleur que j'ai parti une fondation, une œuvre de bienfaisance qui s'appelle la Fondation W. Notre mission, c'est de contribuer à l'égalité des chances. On veut donner un réel accès à la réussite éducative aux populations vulnérables. Et quelqu'un qui me connaît va voir que tout ce que je suis, c'est ce que l'École des grands puis la Fondation est, en fait. C'est une réflexion complète de qui je suis, dans leur rigueur, dans à qui on s'adresse, dans qu'est-ce qu'on fait. C'est vraiment une extension de qui je suis, dans le fond. Justement, cette personne que tu es, est-ce que tu as toujours su, tu parlais d'éducation, je suis allée dans un bac, mais on est rentré, enfin, tu voulais être professeur. Mais avant ça, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu avais cette sensibilité-là déjà, du fait que déjà l'immigration de ton côté, du fait de l'histoire, du fait d'avoir reçu aussi des Afghans. Puis effectivement, on a eu la même histoire parce qu'il y en a pas eu beaucoup en Côte d'Ivoire, mais effectivement, on a aidé aussi là. Mais de pouvoir... ça prend une personne qui se connaît suffisamment de dire où sont mes forces, où sont mes qualités, où est-ce que je suis capable, où est-ce que j'ai besoin d'aide. Ça vient d'où cette sagesse? Parce on sent une profondeur, puis on se connaît pas. Hein. Je te suis encore sur les réseaux, là, je veux juste le dire, mais on vient de la même communauté, mais on se connaît pas. Mais il y a une profondeur en toi, il y a un ancrage qui est puissant. Est-ce que tu as toujours été, tu as toujours eu cette confiance-là que je perçois, ou est-ce que ça a été travaillé? Enfin... ça n'a pas toujours été là. Moi, ça m'a pris du temps de trouver ma place dans la société parce que je faisais un PhD en physique théorique des hautes énergies. J'ai fait un postdoc en maths et quand est arrivée l'opportunité d'enseigner, j'étais voir ma mère en pleurant là, puis en lui disant « Je sais pas si j'ai assez d'intelligence émotionnelle pour être prof au collégial. Là. Ça va être avec des jeunes de 17 ans, là, comme qu'est-ce que je vais faire? » Puis c'est elle qui m'a rassurée. Ma mère est psychothérapeute, là. Elle m'a rassurée en me disant « Ben oui, tu l'as eu avec les Afghans, dans le fond, tu l'as eu avec... » C'est le parascolaire qui m'a montré, c'est le bénévolat qui m'a montré à développer mon intelligence émotionnelle. C'est pas...
mes physiques puis mes maths. Là. J'ai adoré ce côté-là cartésien. Ça me permet de jouer avec beaucoup de complexité, de revenir à quelque chose de très, très simple avec ça. Mais c'est le bénévolat qui m'a développé ça. Et c'est vraiment quand j'ai créé l'École des grands, je crois que toute l'insécurité est partie. Là, je faisais pas ça pour les autres. Je faisais pas ça pour la validation des autres. Je faisais ça pour moi. Et c'était complètement qui je suis. Et c'est à ma manière. Puis aujourd'hui, je suis très privilégiée de voir qu'il y a des gens pour qui ça résonne, ce programme-là, dans le fond, et qui trouvent eux-mêmes aussi leur mission de vie à travers ça. Donc, oui, parce que c'est toujours cet impact-là, puis de faire grandir une société, de faire grandir la communauté. Je vais faire un parallèle un peu avec les organisations, parce que c'est le domaine dans lequel je navigue. Dans les organisations, je parle beaucoup de protection, c'est la sécurité physique, émotionnelle et mentale pour que la personne puisse être en totalité qui elle est, qu'elle puisse donner ses idées sans avoir peur qu'on lui pique ses idées, sans avoir peur de la concurrence parce qu'éventuellement elle veut monter. Enfin, peu importe les raisons, mais il y a toujours la place et pour moi c'est tellement crucial d'installer et d'instaurer cette sécurité-là, que ce soit entre collègues, que ce soit avec des personnes qui sont sur le plancher à différents niveaux dans l'entreprise, que ce soit avec la haute direction. Et pour moi, je veux faire un parallèle avec l'éducation. On a des écoles, on a des professeurs qui ont un lien avec nos enfants. Cette protection-là dans ce que tu fais, comment elle arrive et comment elle agit? OK. Je vais l'adresser à 3 niveaux. Moi comme prof, et moi dans mon organisation et moi dans mon équipe de travail. Moi comme prof, je donne un exercice très difficile à faire aux étudiants qui est, ils vont former des équipes, ils vont choisir au hasard une question, et je vais leur donner un examen formatif. Ils devront travailler la question ensemble, aller en avant, puis présenter leur démarche aux autres, présenter les erreurs qu'ils ont faites, comment ils sont arrivés à leurs résultats, c'est quoi leur réflexion aux autres. Puis chacun fait son numéro, donc tout le monde construit leur formatif ensemble. Et la règle que je dis, c'est la seule règle, c'est le respect. Je veux que personne rie de personne d'autre. On va apprendre ensemble, on va faire des erreurs ensemble. L'objectif, c'est qu'on fasse les erreurs ici, maintenant, pour pas que ça se reproduise à l'examen. À chaque fois, les notes sont supérieures quand on fait ça. Mais je crée un safe space et je dis la règle d'emblée, dans le fond. Donc ça, c'est la première chose. Dans mon organisation, moi, je fais du productive paranoia. Là, donc, j'arrête pas de réfléchir aux angles morts de l'organisation et je dois dormir le soir parce que ça... Fait que j'ai créé une instance qui s'appelle le comité aviseur. Des gens, des experts disciplinaires avec qui je peux m'entretenir une fois par mois, une fois par trimestre au besoin, dans le fond, sur les angles morts et être complètement transparente et que eux ils m'aident à les identifier, puis que moi, j'identifie ceux que je vois aussi, puis qu'on trouve des solutions ensemble. C'est, en anglais, on dit un game changer. Parce que c'est des experts. Là. C'est l'ancienne vice-présidente du Club des petits déjeuners qui a fondé ça dans le reste du Canada, puis c'est elle qui m'a appris à faire une franchise en entrepreneuriat social. C'est la directrice des coms du CHU de Sainte-Justine. C'est des gens en qui j'ai pleinement confiance, qui soutiennent la mission, qui l'ont à cœur, qui ont les valeurs de l'organisation à cœur, et avec qui on a créé ce safe space-là, dans le fond, avec qui on peut échanger de manière très candide. Et donc, je suis très privilégiée d'avoir ce comité aviseur avec moi. Et au sein de notre équipe de travail, tu parlais d'être bienveillant envers soi-même, puis après avec son équipe, dans le fond. Moi, est arrivé un épisode où est-ce que j'étais, je pense, surmenée, là, puis j'ai eu un manque de patience envers mon équipe, dans le fond. Puis j'ai dit une chose qui, j'ai réalisé plus tard, a heurté une de mes collègues. Et je me dis, OK, je ne veux plus jamais me rendre là. 1, je me suis excusée. 2, je me suis dit, je ne veux plus jamais me rendre là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas se rendre là comme organisation, comme équipe? Donc, d'emblée, j'ai adressé ça à l'équipe. J'ai dit, voici ce que j'ai fait comme comportement. J'en suis profondément désolée. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et on a mis en place quelque chose qui s'appelle... je vais te retrouver. C'est les fondements de l'équipe de la Fondation W. On est une petite équipe. Puis on travaille fort. Puis on est à 4 employés là, en ce moment. Puis on a déployé notre programme dans 2 provinces. Donc, tout le monde travaille très, très fort. Fait qu'ensemble, on a construit les fondements de notre équipe. Et avant chaque rencontre d'équipe, à chaque semaine, on va lire ces fondements-là. C'est comme le carré de sable avec mes élèves, dans le fond. C'est le safe space qu'on se crée. Et donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes.
Puis à chaque fois, on va les lire. Donc, la première chose, c'est de faire preuve de transparence bienveillante. Own your action. Ça va être accueilli. On va trouver... Si c'est une erreur, c'est correct. On va trouver des solutions ensemble, puis après, on move on. OK? Mais, et surtout aussi, ça fait écho au brutal honesty, dans le sens on fait preuve d'honnêteté, de transparence en CA. Mais là, avec les employés, je voulais en plus amener la notion de bienveillance pour qu'eux se sentent à l'aise de nommer les choses comme elles sont, dans le fond. La première étape, c'est transparence bienveillante. Deuxième étape, c'est être présente et présent, pas multitâche, dans les rencontres d'équipe. Et ça s'applique souvent à moi qui est en déplacement, qui a ci, que ça à faire en même temps. Mais là, je ferme mon cellulaire, puis je suis complètement présente avec mes collègues. La troisième étape, c'est prendre le temps de se déposer, de nommer comment on se sent au début de la rencontre. Donc, ça a été co-construit, là, cette affaire-là. Ça viendrait pas juste de moi, là, on s'entend. Fait qu'au début de la rencontre, on va lire les fondements, quelqu'un va les lire, et après ça, on va nommer comment on se sent au début de la rencontre. Parce que des fois, il t'est arrivé quelque chose, t'es peut-être pas réceptif, t'as de quoi sur le cœur, t'as de quoi à dire, donc il t'est arrivé quelque chose avec ma mère, mon frère, peu importe, dans le fond, on va le nommer. Et on va se soutenir là-dedans, puis après, on va faire le travail, dans le fond. Puis ça prend 5 minutes, là, OK? C'est pas, ça prend pas une demi-heure. La quatrième étape, c'est se voir en présentiel au début et à la fin de chaque session, parce qu'on est en télétravail. On travaille tous dans des villes différentes. Donc, au début de l'automne, à la fin de l'automne, on va prendre un moment pour se voir en présentiel. Une des fois, on a fait un road trip à Matane, là, pour aller ouvrir un centre, puis on a profité pour aller faire un week-end dans un parc national, des choses comme ça. La 1, 2, 3, 4, cinquième étape, ça s'appelle caler l'orignal. Et là, ça a été mis particulièrement pour moi. Et parce qu'on me l'a dit là, que je dois être un leader par l'exemple. Donc, si moi, je faisais pas ça, l'équipe allait pas le faire. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? C'était après 5 heures, on est off. On ne travaille pas après 5 heures. Donc, c'est correct si j'envoie un courriel, mais je m'attends pas à une réponse de ta part après 5 heures. Dimanche off, parce que j'avais de la misère à prendre une journée semaine off. Et on aime son travail aussi. Et vacances obligatoires. Donc, parce qu'ils me l'ont dit, si toi t'en prends pas, nous on n'en prendra pas. On va se sentir coupable d'en faire. Fait que là, tout le monde le sait, tout le monde doit le faire, puis on met ça en pratique. Puis moi, on me donnait un toutou d'orignal. Et la dernière étape, c'est de nommer le besoin d'aide et de collaborer. Hey, les filles, j'y arrive pas avec ce dossier-là. Y a-tu quelqu'un qui peut m'aider? J'ai besoin de révision, j'ai telle affaire. Donc, ça, c'est les fondements de l'équipe de la Fondation W qu'on nomme à chaque rencontre et qu'on met en pratique dans notre organisation. Je trouve ça extraordinaire. J'ai noté 2 éléments. D'abord, ça prend, tu sais, peu importe le comité aviseur, avec en tant que prof et avec tes équipes, une vulnérabilité. C'est de pouvoir dire, ben, écoute, comme là, tu l'as dit, je l'ai échappé, tu sais, je m'en excuse, je suis pas fière de ce que j'ai fait. Maintenant, comment je peux faire pour pouvoir? Et c'est important que moi, comme leader de l'organisation, le nomme pour dire aux collègues et aux employés, hey, c'est correct, regardez, ça arrive à tout le monde, dans le fond. Nommez-le, pareil, on va l'adresser, c'est tout. Là. Exact, pour pouvoir passer, et puis là, il y a le mea culpa, puis ça vient du cœur, en fait. La personne aussi le reçoit, c'est pas juste, OK, là, je m'excuse, puis je passe à autre chose. Il y a un comportement, puis ça veut pas dire que ça va pas arriver non plus. Oui, c'est ça veut juste dire que, bon, ben là, j'ai essayé de mettre quelque chose en place, puis je m'assure que ça n'arrive pas, puis, tu sais, j'essaye de... Et l'autre chose que j'aime beaucoup, surtout que vous le faites à chaque rencontre quand vous parlez, c'est que ça crée une habitude. Absolument. Fait que cette habitude-là, c'est un reality check. Même quand je commence à travailler, moi, je me sens compte que c'est une question que je donne à tout le monde quand je travaille. Puis même, ne demande pas comment ça va. Tu sais, demande comment vas-tu ou comment tu te sens aujourd'hui. Tu sais, et là, tu aurais une réponse qui va faire du sens que, ben, ça va. Oh, oui, c'est ça. Que la cassette qui part. Là. Mais oui, tu sais, que la cassette qui part parce que je veux pas montrer ce qui s'est passé ou parce que j'ai honte de ce qui s'est passé ou peu importe, tu sais. Je pense que c'est Brené Brown là, qui nomme la vulnérabilité comme beaucoup de courage. Puis en milieu organisationnel, c'est important aussi. C'est important, mais ça prend, tu sais, pour aujourd'hui que ce soit un prof qui dit, récemment, il s'est passé quelque chose avec ma fille. Ma fille, elle a de la difficulté à l'école, comme moi j'en ai eu quand j'étais petite. Mais elle est très studieuse, donc elle prend des notes, etc. Puis là, le premier examen en histoire, le prof lui rentre dedans, puis il montre à tous la note, la rabaisse, etc. Puis bon, il y en a une ou 2 fois cette année, on va dire ça comme ça. Fait que bon, puis ça, Est-ce que tu es intervenu comme parent? Oui.
Oui, mais pas, tu sais, elle a pris du temps à me le dire parce c'était arrivé comme début décembre en partant en Côte d'Ivoire. Fait que, puis, elle est très capable comment ça va? Ça se passe bien. C'est au retour quand j'ai senti, ça va à l'école? Fait que je sais que les notes toujours, faut suivre. Mais là, j'ai pas catché, je l'ai pas vu. Et là, elle m'a dit, voilà ce qui s'est passé en début décembre. J'ai saisi le prof. J'ai dit, non, là, voilà ce qui se passe. Déjà qu'elle a besoin d'aide. Déjà qu'elle travaille 2 heures par soir, tous les soirs du lundi au vendredi, pour essayer d'y arriver dans plusieurs matières en plus. Ça aide pas, quoi. Et là, il est venu, il a dit, et on l'a pris en visio. Et il a dit, mais à culpa, pour moi, elle était tellement studieuse qu'elle avait fait exprès. Qu'elle avait fait exprès de manquer l'examen, puis je la voyais comme bonne élève, puis là, je sens qu'il va falloir mais je vienne réaliser. Fait qu'il avait été son attente versus la réalité, et son émotion est... Puis comment ta fille, elle se sent dans tout ça, puis comment c'est sûr que la confiance en soi est difficile, puis bon, on est là-dedans, là, tu sais, et j'enseigne la confiance en soi. Tu sais, quand t'as les chats, Puis je l'ai vécu aussi. Moi, j'ai eu un prof qui m'a tapé. J'ai eu un prof qui me dit t'es pas capable, tant pis. Puis sors de la salle. Puis j'avais 16 ans. Tu sais, fait que comme je dis, l'éducation pour moi, c'est un tic. Et j'enseigne aujourd'hui. Et quand j'enseigne, je veux pas, tu sais, que tout le monde qui a envie de comprendre, j'ai besoin de savoir ils l'ont compris. C'est les gens qui n'ont pas envie puis qui sont en formation parce que l'entreprise a dit que Zara va former un tel. OK, parfait. Mais si tu as vraiment envie de comprendre ce que je suis en train de te dire, puis que je vois un point d'interrogation, puis que je vais l'adresser, je ne sors pas de la salle. Ça prendra plus de temps s'il faut, mais pour moi, c'est devenu je dois. Si tu as envie, je suis là, puis je vais t'aider, puis c'est à moi de trouver comment je vais te l'enseigner, comment je vais te l'expliquer. Pour que ça fitte avec toi. Pour que ça fitte avec toi. Parce que moi, j'aurais voulu. C'est comment, OK, tu réfléchis comme ça, je vais essayer de trouver. Puis si moi, je suis pas la bonne, je vais trouver quelqu'un ou je vais trouver un livre. C'est tout ce que j'aime. Comment t'enseignes la confiance en soi à ta fille? Mais aujourd'hui, je suis pas forcément la meilleure actuellement, je suis sa mère. C'est fait que aujourd'hui, c'est plus de l'amener à réaliser que toute sa vie, on lui a dit qu'il y a un moule, qu'il faut rentrer dans le moule, mais que le moule, il peut prendre le bord. Il peut prendre le bord. Fait que la seule chose, c'est que ça vient avec des conséquences dans un système X. Fait que là, on est dans un système de secondaire. Il faut arriver au secondaire 5. Qu'est-ce qu'elle aime profondément, ta fille? Danse. Mais chante-lui toute, là. Elle va te retenir tout. Elle fait des cours de danse? Elle fait des spectacles de danse? Ah oui. Mais c'est ça. Si elle est engagée dans quelque chose en parallèle, où est-ce qu'elle peut gagner sa confiance-là, ça va l'aider. Elle la transfère et elle le voit. Puis, et là, elle en fait 4-5. Puis des fois, elle va même en intensif à Louise Lapierre. Puis elle commence à enseigner elle-même la danse. Puis ça, elle a peur de ça. Mais elle serait bonne. Puis là, j'ai dit, mais une école de danse. Puis tu sais... Surtout qu'elle est au secondaire, là, elle est l'âge d'enseigner la danse là, aux plus petits. Là. Puis c'est fou parce que c'est ça qu'on voit avec nos mentors. Mais elle pourrait le faire dans ton école, peut-être. En tout cas, c'est ça qu'on voit dans nos mentors. En fait, nos mentors qui ont de la difficulté scolaire, quand ils enseignent aux plus jeunes, validation personnelle immédiate, là, puis on le mesure avec des chiffres, dans le fond. Là. Puis particulièrement chez les hommes qui ont de la difficulté, on voit que ça les aide dans leur autonomie, perception de compétences, motivation. Donc, c'est vraiment tout ce que tu nommes pour ta fille, dans le fond. Là. C'est ça. Si elle peut trouver un safe space dans lequel elle peut enseigner elle-même aux plus petits, je suis sûre que sa validation personnelle et sa confiance va l'aider. Moi, ça m'a aidé d'enseigner, ça m'a aidé. Et l'autre chose, elle a des amis autour d'elle qui sont extraordinaire, Alisha. Des jeunes qui réussissent, là, mais qui ne l'ont pas tassé, qui l'ont pris avec elle. Sa meilleure amie est super bonne, mais elle est entourée et ça, c'est la protection dont je parlais. Pour moi, c'est une base où peu importe, mais c'est pas grave. Avec elle, je me sens à l'aise. Donc là, ça aide aussi pour pouvoir avancer. Mais ça reste que pour moi, tu vois, ce safe space que t'amènes, d'amener nos dirigeants, nos cégeps, nos écoles. Puis je veux pas mettre la faute et le blâme parce que je sais aussi que les professeurs sont tendus. C'est difficile dans les classes. Tu sais, je peux comprendre la réalité, puis je la connais pas autant que toi, tu la comprends. Je peux comprendre, mais tu sais, j'ai été employée à Service Canada et j'étais au service du chômage et j'ai aidé à remplir les déclarations de revenus et puis les formulaires de chômage, les demandes de chômage. Et il y a un prof qui me dit
Madame, il y a une chose que vous devez savoir. Le médecin, le chirurgien, quand il échoue en pleine opération, il tue un corps. Nous, en tant qu'enseignants, avec un mot, on tue l'âme. Oh, c'est venu me chercher cette journée-là, puis c'est ça que j'ai eu, moi, à aller retravailler, que c'est ça que je vois que cette année, tu sais, tous les bons profs qu'on a eus au primaire est en train de... Tu sais, et là, on est potentiellement en train de regarder pour des cours d'été. Orthopédagogue, c'est sûr, elle a accepté, tu sais, elle veut. Et elle n'est pas la seule. Ouais. Il y en a combien qui sont laissés pour compte parce que, et ça pour moi là, et puis c'est pas juste, je fais le parallèle avec les organisations, tu sais, combien de fois on va répéter à notre employé, oui mais tu devrais le faire comme ça, mais puis on se fâche parce qu'il n'a pas compris. C'est la même chose que l'élève qui n'a pas compris cette équation de maths là, ou ce Pythagore ou cet angle interne là. Es-tu d'accord? Ça se voit que tu as fait les devoirs avec ta fille. Non, c'est juste que je suis bonne là-dedans. J'étais bonne dans cette partie-là, puis elle était bonne aussi. C'est drôle, on est vraiment bonnes aux mêmes endroits. Mais tu sais, c'est la même affaire dans notre employé. Tu sais, t'as des gens à qui tu vas répéter, mais peux-tu juste expliquer différemment? Peux-tu aller chercher la réponse en arrière? Donc, une des choses, c'est intéressant que tu nommes ça, parce qu'une des choses qu'on tente de faire dans les centres de services scolaires, c'est de mettre la bonne ressource à l'élève. Chaque élève est différent, chaque élève a des besoins de ressources différentes. Si toi, tu as un problème X, mais tu n'as peut-être pas besoin de la ressource Y, tu as besoin de la ressource X, dans le fond. Fait que, même chose pour l'employé, dans le fond. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est pas un truc peut-être at large qui va fonctionner, dans le fond. Donc, c'est comment mettre la bonne ressource au bon endroit pour atteindre les objectifs visés. Oui, mais c'est ça. Et je te dirais que ça fait un lien avec l'orthopédagogue. On en a eu des orthopédagogues, mais celle-là, elle est arrivée en me disant, Jade, j'ai échoué mes maths, j'ai pris des cours d'été, puis j'enseigne aujourd'hui le français et les maths et je suis orthopédagogue. C'est fou parce que c'est exactement ce que nos mentors vont faire avec nos élèves aussi, c'est-à-dire si l'enfant a un problème en maths, puis quand c'est vrai, le mentor va dire « Hey, moi aussi j'ai eu un problème en maths, puis je m'en suis sortie, je suis rendue au cégep, viens on va le faire ensemble. » Et c'est ça, et c'est la vulnérabilité que absolument. J'ai eu un comportement qui était déplacé et ça, et je trouve que ça s'enseigne et ça s'acquiert, nous en tant que modèle à l'âge que l'on a, mais ça devrait s'enseigner très jeune. Mais c'est clair. C'est comme tu parles du laboratoire, moi je trouve la safe space où tu dis, bon, mais quand ils arriveront à l'examen, ça va être, mais c'est parce qu'ils se sont permis ces erreurs. Faites les erreurs, là. C'est le temps de les faire. C'est un laboratoire, là. C'est ça, ça compte pas, là. Non. On fait ça ensemble, puis c'est ça, c'est pas noté, là. Puis je suis pas fâchée si t'as pas réussi. Pour moi, je me fais un devoir de que tu comprennes. Ma job à moi, c'est comment moi je peux me changer ou trouver ma manière à moi de te l'expliquer ou de faire appel à qui veut. Donc, écoute, moi je trouve ça extraordinaire. Je vais avancer dans mes questions. Non, ça t'en a parlé. On en a parlé. Ça aussi, écoute, ça a passé aussi. Et la question, comment, ben justement, comment on peut faire en tant que parent pour supporter ce système, ces profs, ces enfants? Comment on peut faire, nous, pour supporter nos enfants déjà? Peu importe, parce qu'il y en a des très bons, puis il faut être là aussi. C'est pas parce qu'ils sont bons, justement, qu'on doit laisser. C'est mon deuxième, il te tape des 98, plus il avance, plus ça fonctionne. Comment on peut être en support quand on sait pas? Tu sais, ou quand on est dans nos retranchements, parce qu'on s'entend qu'en général, il y a toujours un des deux qui est comme un des deux parents. Fait qu'on sait pas. Franchement, j'ai patiné, puis je savais que c'était pas la bonne chose, mais je me suis enlevée de la situation parce que j'avais l'impression de ne pas avoir les outils. C'était trop, puis c'était ma faute. La culpabilité aussi, elle a hérité de mon cerveau. Fait que c'est allé loin. Comment on peut faire? La vraie réponse, c'est que je le sais pas parce que je suis pas parent. Moi, j'ai 4000 enfants, mais ils sont pas à moi. J'éduque les enfants des autres. Mon hypothèse, c'est je pense que d'abord et avant tout, avec ou sans outils, c'est de porter un intérêt à son enfant. Porter un intérêt à l'éducation de son enfant.
explique-moi ta journée. Comment ça a été? Comment ça a été ton examen de maths, en fin de compte, tu sais? Puis, as-tu besoin de temps pour travailler? Là, ton examen qui s'en vient, t'as pas besoin de comprendre les maths, là, tu sais, pour créer l'espace à l'éducation dans la vie de ton enfant, dans le fond. Moi, je connais des parents analphabètes là, qui ont fait des culbutes pour l'éducation de leur enfant, juste en portant un intérêt, en voulant le meilleur pour eux, en allant chercher des ressources, parce qu'eux n'étaient pas la ressource, mais en allant chercher les ressources pour leur enfant. Donc, je pense d'abord et avant tout, c'est de porter un intérêt à l'éducation de son enfant, dans le fond. Puis après ça, vous allez construire le chemin ensemble. Si tu avais une baguette magique dans tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est quoi tu veux? Tu aurais besoin de quoi? Puis c'est le temps de faire toutes tes demandes. Je voudrais l'égalité des chances. Je voudrais qu'on n'ait pas à avoir de programmes comme l'École des grands puis comme le Club des petits déjeuners. Puis je voudrais que peu importe où sont nés les enfants, de quel background, de quels parents, peu importe leur origine, qu'ils aient la même chance de réussir. Qu'ils aient tous un déjeuner le matin, qu'ils aient tous 3 repas par jour, puis un toit. Puis c'est une chose de rendre accessible l'éducation, ce qu'on a fait au Québec beaucoup avec le rapport parent. C'en est une autre de rendre accessible la réussite éducative, qui est une réussite personnelle, professionnelle et sociale, dans le fond. J'aimerais que tous les enfants aient cette réussite-là. Comment cultiver cette égalité des chances quand on ne voit pas qu'on a été chanceux, justement, qu'on est bien né, entre guillemets, ou qu'on est né dans le bon pays, dans la bonne famille? Donc, si je comprends ta question, c'est comment, comme personne privilégiée, on peut contribuer à l'égalité des chances? Mais d'abord, en s'en rendant compte, peut-être. Là. C'est ça. Moi, c'est fou. Comment on fait pour les amener là? Parce qu'il y a des gens qui le voient pas. Parce qu'ils ont quand même des défis, en fait. Oui. Ils restent, oui, mais moi aussi, j'ai des défis. Donc, peut-être en s'impliquant à la hauteur de ce qu'on peut, que ce soit en temps, en connaissances, en ressources financières, mais s'impliquer pour sortir de sa zone de confort, être vulnérable, être dans un nouveau milieu. Moi, les enfants à l'École des grands, ils me disent constamment: Madame, est-ce qu'il y aura toujours à manger le samedi matin ici? Parce que c'est le samedi de nos activités. Est-ce qu'il y aura toujours à manger? Est-ce que je peux manger à ma faim? Est-ce que je peux en amener pour mon petit frère et ma petite sœur? Puis à chaque fois, il y a des restants, mais on les pack puis on les donne aux enfants, dans le fond. On se rend pas compte au Québec combien nos enfants mangent pas. Puis c'est la base. Puis nous, on commence la journée avec un petit déjeuner parce qu'on est en milieu défavorisé, là. Donc, c'est de sortir de sa zone de confort puis d'être exposé à des réalités différentes, je crois. J'ai une question parce que tu connais certainement Tara Nayaramanji et on est allé faire les repas pour les itinérants à un moment donné avant la COVID. Comment ces ressources-là elles arrivent? Est-ce que t'as des commandites? Comment t'arrives à nourrir tout ce beau monde-là? Et qu'est-ce qu'on peut faire nous pour t'aider? Nous, c'est complètement supporté dans le programme par la communauté, dans le fond, donc, et le gouvernement. Donc, c'est des dons privés, des dons corporatifs, des dons ministériels, dans le fond. Donc, si quelqu'un peut se permettre de faire un don à n'importe quelle hauteur, c'est toujours apprécié, dans le fond. OK. Et vous avez des cuisines à l'interne? Non, non, même pas. On a complètement décentralisé notre système. Okay. Donc, nous, on couvre le programme L'École des grands 3/4 des régions administratives du Québec. Donc, on est dans 12 régions administratives. On est à Bécomo, Matane, Montréal. Donc, on apprend à chacune des communautés c'est quoi le type de déjeuner santé qu'on veut, dans le fond. Puis, c'est eux qui vont aller chercher des commandites internes avec le marché du coin ou avec la cafétéria du cégep pour faire un muffin, un jus puis un fruit, dans le fond, pour chacun des mentors puis des enfants samedi matin avant qu'on commence le devoir. OK. C'est extraordinaire. Si tu avais la chance de croiser la petite Alisha de 7-8 ans, que lui dirais-tu aujourd'hui? Qu'il y a des belles choses qui s'en viennent. Puis de ne pas avoir peur pour le futur. Là. Ouais. C'est de réaliser. Moi, c'est toujours le chemin. Toi, qu'est-ce que tu dirais à la petite Zara? Au moment où je t'ai connectée et au moment où ça a eu lieu, il y a eu tellement de choses dans ton monde que je trouve extraordinaire. À savoir tout ce que je sais aujourd'hui, je dis regarde, ça va aller en fait. Juste ça va aller. C'est parce que c'est ça que j'ai manqué. Les parents étaient là, mais c'est juste qu'ils voyaient peut-être pas la détresse non plus. Mais ça va aller. Absolument. Tout simplement. Et c'est ce que tu peux dire à ta fille aussi. Oui, hey, ça va aller. C'est exactement. Et la bonne nouvelle, c'est que je suis capable, on est capable aujourd'hui de voir ses forces. Donc là, c'est aussi de travailler sur ses forces en disant, mais t'es bonne là-dedans.
Fait qu'on on va faire grandir ces forces-là, on va les éveiller, on va trouver des outils pour te faire grandir, qui pourraient être l'éducation, effectivement, en danse. Je vais te donner 3 mots, puis tu vas les définir. On arrive à la fin. Oui. L'éducation. Priorité. Priorité. Ouais, vas-y. Hein. Non, c'est connu que dans la littérature scientifique, que les parents en milieu défavorisé, en fait, la sous-scolarisation de la maman et le sous-emploi des parents sont des grands prédicteurs de décrochage scolaire. C'est connu que les parents en milieu défavorisé n'ont pas nécessairement les outils pour sortir leur enfant de la pauvreté. Et je crois profondément, et c'est la vision de notre organisation, qu'on peut prévenir et réduire la pauvreté par l'éducation, en brisant le cercle de pauvreté. D'où la priorité que j'en ferai. Et cet isolement, parce que des fois, on a tellement honte de cette pauvreté-là qu'on n'ose même pas aller chercher cette aide-là. J'avais été dans un centre de femmes au Hawaï des femmes à Côte-des-Neiges, puis il y a des histoires où, ben non, je peux pas manger, puis elles venaient parce qu'il y avait un thé, café, etc. Mais elles mangeaient pas, en fait. C'était des tranches de pain qu'elles gardaient pour matin, midi, soir pour ses enfants. Oui. Et c'est au Québec, on n'a pas besoin d'aller loin. Là, il y en a partout. Après, je reviens du Pérou, puis on pense qu'on en a partout, puis je reviens du Pérou, puis ils mangent tous. Ils n'ont pas une qualité de vie, mais il n'y a personne qui meurt de faim. Fait que, et l'éducation est présente. Donc après, c'est la qualité de vie. Oui, ça peut être mieux, l'eau potable, etc. Mais c'est dans tous nos pays, dans toutes nos régions, il y a. Donc on doit... C'est un bon point que tu soulèves parce que ma première année comme enseignante au Cégep Marie-Victorin, j'avais fait une mission en Afrique. J'avais amené mes étudiants au Burkina Faso. Puis on devait aider les profs là, à faire de la science expérimentale. Pas juste théorique, parce que c'était très l'éducation française. Fait que, ils savaient tous c'était quoi la dissection d'un rat, mais d'un point de vue théorique. Personne l'avait fait avec ses mains, donc on avait amené des outils de laboratoire. Et ça m'a pris 3 semaines de réaliser qu'ils savaient exactement c'était quoi les problèmes qu'ils vivaient. Ils avaient exactement les solutions, puis c'était pas nous qui allions amener les solutions, dans le fond. Fait que j'étais comme, dans mon arrière-cour, il y a des besoins, dans le fond. Fait que pourquoi je fais pas ça, là? Puis ça, c'était Montréal-Nord, c'est Côte-des-Neiges, c'est le Québec, là. Fait que voilà. Exact. L'enfant? Possibilité. Enseignant, professeur, maîtresse. Responsabilité. Ouais. Tu es un leader, par exemple. Là. Tu l'as dit, tu as eu une très belle citation d'un prof. Moi, mes frères et mes sœurs sont médecins, puis j'aime dire qu'eux, ils reconstruisent l'être humain, là, puis nous, on construit des êtres humains, dans le fond. Là. Fait que... Oui, puis construire le monde de demain, parce qu'on n'arrête pas de critiquer, juger, etc., mais ça passe par l'éducation. Puis peu importe, là, on ne vous demande pas d'être tous ministres ou présidents, ou parce qu'on en a besoin de tout le monde, puis on a besoin de chaque lumière, en fait. Exactement. Oui. Et chacune de ces lumières a droit de briller à sa juste valeur. Absolument. Tout le monde peut atteindre son plein potentiel. Merci. Merci à toi. Merci de le savoir. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Quel bonheur j'ai eu aujourd'hui de parler avec Alisha Visanji. C'est une femme extraordinaire. J'espère que vous avez aimé. Partagez, commentez, posez-nous des questions. Ça nous fera plaisir d'y répondre. Alors, je vous dis à la prochaine pour une prochaine entrevue.